Alors, révision sur la lumière et les sources lumineuses. Alors la lumière, tout d'abord, on peut la considérer soit comme une onde, soit comme une particule. On va essayer de commencer par définir l'aspect ondulatoire. Alors pour l'aspect ondulatoire, c'est Huygens qui l'a mis en évidence avec le phénomène de diffraction. Et pour schématiser ce qu'on appellera la lumière, on va considérer que la lumière, c'est une onde qu'on qualifie d'électromagnétique. Donc électromagnétique, ça veut dire qu'elle se propage dans le vide, contrairement à une onde sonore, on avait vu, elle, qui a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'onde électromagnétique est constituée ici en rouge d'un champ électrique, on voit qui est vertical et qui est sinusoïdal, donc qui est aussi périodique. Mais quand on dit électromagnétique, il y a électrique, donc champ électrique, et magnétique. Et on voit qu'aussi, on a bien un champ magnétique qui est horizontal, qui est dessiné en vert sur la figure, et qui est donc perpendiculaire au champ électrique. Donc l'association des deux forme un champ électromagnétique. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ce qu'il y a à savoir, c'est que ce champ électromagnétique se déplace dans le vide avec une vitesse, la vitesse des ondes électromagnétiques, qui vaut, donc on appellera C, donc C comme célérité, et qu'il faut absolument connaître par cœur, qui vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ça, cette vitesse-là, il faut absolument la connaître par cœur. Et on voit bien qu'elle est largement supérieure à la vitesse du son qu'on avait établie en TP, qui valait à peu près 340 mètres par seconde. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir aussi sur les caractéristiques de cette onde électromagnétique? Il y en a 3. On a dit que cette onde électromagnétique était périodique. Donc elle est caractérisée par une période. C'est donc l'intervalle de temps pendant lequel l'onde se répète identique à elle-même. Et donc cette période se mesure en secondes. Donc si on a des millisecondes, bien transformé en secondes. Ensuite, on a la fréquence f. Alors on avait dit f ou nu, ça dépend des exercices. Donc cette fréquence nu qui se mesure en hertz, ça correspond finalement au nombre de périodes par seconde. On pourrait dire aussi le nombre de battements par seconde, par exemple pour le cœur. Alors qu'est-ce que c'est que la fréquence? La fréquence, en fait, c'est 1 sur t. Donc c'est l'inverse de la période. C'est-à-dire que si la fréquence est en hertz, la période doit être en secondes. Donc ça, c'est la première formule. Donc voilà, premier critère, la période. Deuxième critère, la fréquence. Et enfin, troisième critère, c'est celui qui est schématisé ici, c'est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, on la note lambda. Et donc ça se mesure en mètres, l'unité légale. Et donc ça correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc cette longueur d'onde doit toujours être exprimée en mètres, c'est-à-dire qu'en exercice, tu l'as en nanomètres ou en micromètres, il faut absolument la transformer en mètres. C'est l'unité légale. Et lambda, comme c'est une distance, c'est le produit de la vitesse multiplié par un temps. Le temps, c'est la période, on a dit. Donc lambda égale c fois t. On dit aussi que lambda égale c divisé par la fréquence, puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc voilà, bien utiliser ces formules-là pour l'aspect ondulatoire de la lumière. Maintenant, si on passe à l'aspect corpusculaire de la lumière. Alors l'aspect corpusculaire, c'est Newton qui l'a mis en évidence lorsqu'il a décomposé de la lumière blanche à travers un prisme. Et là, qu'est-ce qu'il a mis en évidence? Il a mis en évidence ce qu'on appelle le domaine visible de la lumière, qui va donc du violet. Donc le violet, on va dire que c'est 400 nanomètres à peu près, ici. 400 nanomètres pour résumer. Au rouge, lui, qui va à peu près vers 800 nanomètres. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'est le domaine du visible. Mais en fait, on s'aperçoit que le domaine visible, c'est un tout petit intervalle sur l'échelle de longueur d'onde. On sait qu'on a les infrarouges au-delà du rouge, puis les ondes radio, et en dessous du violet, on va avoir les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Voilà, c'est les principaux rayonnements à connaître sur la partie particulière.
au niveau, donc, des particules de lumière, hein, ces particules de lumière, Einstein les a nommées les a appelées des photons. Alors, quelles sont les particularités de ces photons? Bah déjà, la première caractéristique, c'est qu'ils ont une masse nulle. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que ils ont une énergie. Donc, ils sont porteurs d'énergie, en fait. Et on va s'apercevoir que cette énergie, elle est égale à H multiplié par la fréquence. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? On peut dire aussi que ce sont des particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, c'est petit c. Donc voilà les trois caractéristiques d'un photon. Voilà. Alors j'ai oublié de préciser, donc voilà, donc on a vu donc les différents domaines, hein, enfin les différents rayonnements électromagnétiques, visibles, ultraviolet, infrarouge, rayon X. Alors on s'aperçoit que ces différents rayonnements ont différentes applications. Donc les infrarouges, on le sait que c'est tout corps qui dégage de la chaleur dégage des infrarouges, mais avec des infrarouges, on peut aussi analyser un tableau. Alors les infrarouges, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est que le domaine des infrarouges, je le remets ici, c'est compris entre 800 nanomètres ici, jusqu'à ici à peu près 10-3, c'est-à-dire 1 mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur d'onde des infrarouges ici doit être comprise entre 800 nanomètres et 1 mm. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, les infrarouges? On le voit sur la figure ici. Ça permet de traverser les couches de vernis et la couche pigmentaire pour voir des dessins sous-jacents, voir des esquisses au fusain. Donc ça, c'est grâce aux infrarouges. Ensuite, pour les ultraviolets, donc on est situé au-dessus du violet, donc si on est situé, enfin pardon, en dessous du violet, donc on est situé en dessous de 400 nanomètres, et on pourra aller jusqu'à 10 nanomètres. Donc les UV, on sait que ça permet ça a plusieurs applications, hein. Ça permet de détecter des vrais ou des faux billets, ça permet de faire la photosynthèse, ça permet de produire de l'ozone, donc il y a plusieurs utilisations. Et donc les UV, bah, dans un tableau, dans l'analyse d'un tableau, ça permet d'analyser des repeints. C'est-à-dire que les UV éclairent un tableau et rendent la couche de vernis du tableau fluorescente. Et si on peint par-dessus le vernis, ça fait des taches noires. Et on voit la présence de repeints sur un tableau grâce à une photographie sous ultraviolet. Le visible, c'est juste pour voir les aspérités en surface, les petits défauts en surface du tableau. Et enfin, on a un dernier rayonnement qui permet d'analyser un tableau, ce sont les rayons X. Alors les rayons X, ce sont des rayonnements qui ont une longueur d'onde encore plus petite que les ultraviolets. Donc ça veut dire qu'ils sont situés en dessous de 10 nanomètres. Et ça pourra aller à peu près jusqu'à 0,01 nanomètres. Donc ce sont des rayonnements qui ont des très petites longueurs d'onde. Et on a vu tout à l'heure donc des grandes fréquences, puisque la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc les rayons X, ils permettent de faire plusieurs choses. Ils permettent de traverser toutes les couches du tableau pour aller jusqu'au support. Et donc ça permettra de voir si le support est abîmé ou pas. Il permettra aussi de voir certains pigments. C'est-à-dire que si des pigments possèdent des éléments chimiques avec un Z très grand, Z c'est le numéro atomique, ça veut dire qu'ils vont être absorbés. Donc ils vont plutôt absorber les rayons X. Donc s'ils absorbent les rayons X, ça voudra dire que ça apparaîtra blanc sur une radio, puisque une radio c'est négatif. Tandis que si le Z, comme par exemple pour la peau, le carbone, l'hydrogène, le Z est petit, donc là les rayons X vont traverser la peau, et donc ça apparaîtra noir sur une radio. Voilà. Ok. Donc autre méthode pour analyser des œuvres d'art, on avait vu la méthode Aglaé, l'accélérateur de particules, avec la méthode PIX, où là on envoie des électrons qui sont bombardés sur les atomes d'une œuvre d'art, et ces atomes vont
à leur tour, émettre des rayons X et des rayons gamma. Et l'analyse de ces rayons, grâce à un spectre, va permettre d'identifier les éléments chimiques majoritaires ou minoritaires d'une œuvre d'art. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que si on parle de photons, du coup, on parle de particules de lumière, ces particules de lumière peuvent être, on avait vu, donc être décomposées par un prisme. Si on prend de la lumière blanche, on va avoir un spectre continu. Si on prend certaines molécules ou certains atomes, on va non plus avoir un spectre continu, mais un spectre discontinu, un spectre de raies d'émission. Alors comment expliquer ces raies d'émission? On va expliquer ça par le phénomène d'absorption et d'émission. C'est-à-dire que dans une ampoule, par exemple, on le verra tout à l'heure, on peut exciter des atomes, et donc en les excitant, ils vont passer d'un niveau d'énergie fondamentale, ici faible, vers un niveau excité supérieur. Mais comme ils seront excités, ils vont se désexciter ensuite en réémettant de la lumière. Alors cette différence d'énergie, ici, qu'on appellera delta E, c'est-à-dire E final moins E initial, c'est égal, on l'a vu tout à l'heure, à H fois la fréquence. H, c'est la constante de Planck, qui sera toujours donnée. F, c'est la fréquence. Et on a vu que la fréquence était aussi égale à C divisé par lambda. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'écart d'énergie ici, par exemple, est petit, ça voudra dire que la longueur d'onde sera grande, puisque c'est inversement proportionnel. Alors que si l'écart d'énergie est très grand, ben, ça voudra dire que delta E est grand, donc ça voudra dire que lambda est petit. Donc ça voudra dire par exemple du bleu. Alors que si delta E est petit, on aura une grande longueur d'onde, donc du rouge. Ce qui expliquera un petit peu la formation de ces différents traits colorés. J'ai mis aussi donc la correspondance électron-volt joule, puisqu'on sait que l'énergie se mesure en joules. Mais pour passer des électron-volts au joule, on est obligé de vous donner cette correspondance. Voilà ce qu'il y a à savoir sur l'aspect ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Maintenant, il nous reste à parler des sources de lumière. Une source de lumière est caractérisée, quand on achète une ampoule, par différentes grandeurs. La première grandeur qu'on voit sur une boîte d'emballage, c'est la grandeur flux lumineux. Ça se note phi. Et donc ce flux lumineux va être lié à la puissance électrique en watts que va consommer la lampe. Et le rapport du flux lumineux en lumen sur la puissance en watts va donner ce qu'on appellera l'efficacité lumineuse, qu'on appelle K. Donc cette efficacité lumineuse se mesure en lumen par watt et indique en fait une sorte de rendement de la lampe. Est-ce qu'elle a un bon rendement ou un mauvais rendement? C'est ce que va donner le résultat de l'efficacité lumineuse. Le flux lumineux va intervenir aussi sur une autre grandeur qu'on appellera l'éclairement. L'éclairement d'une surface. Quand on éclaire une surface, on va éclairer une certaine surface. Donc on va avoir le rapport du flux lumineux émis par la lampe divisé par la surface en mètres carrés éclairés. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'éclairement? Donc l'éclairement se mesure en lux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir aussi? C'est que si la distance, si on s'éloigne par exemple d'un mur, si on double la distance, si on s'éloigne de 2 fois la distance, alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'éclairement est divisé par 4. Ça, c'est bien à retenir. Chaque fois que la distance est multipliée par 2, l'éclairement est donc divisé par 4. Et une autre grandeur aussi, qui sont moins connues, c'est l'intensité lumineuse et la luminance. Alors, à partir de là, au niveau des sources lumineuses, on peut distinguer deux types de sources, les sources chaudes et les sources froides. Les sources chaudes, ce qu'on appelle les sources thermiques, sont constituées généralement d'un filament. Un filament placé dans une ampoule dans lequel on réalise le vide ou on met un gaz inerte. Et ce filament est chauffé et on va avoir normalement un spectre continu de lumière blanche. Alors, par rapport à ça, on va définir ce qu'on appelle l'IRC. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un IRC? C'est ce qu'on appelle l'indice de rendu des couleurs. Alors, un IRC, c'est un code à 3 chiffres. Je vais prendre le code qui est là, qui correspond à la lampe à incandescence, ici. C'est 289. Alors, quand on a un indice IRC de 289, ce qu'on fait, on découpe le code en deux, entre le premier chiffre et le deuxième. Le premier chiffre, on lui rajoute un 0.
non, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on lui rajoute un 0. Donc ça fait donc du coup ici par exemple 20. Et là ça fait 8. Alors je rectifie, c'est pas tout à fait bon. Donc je rectifie ce que j'ai marqué. Je reprends. Donc mon IRC ici, je vais plutôt dire qu'il sera égal à... Je recommence. Un IRC sera plutôt... Là il y a une erreur en fait, c'est pas 289. Ça sera plutôt 928 plutôt. Alors, l'IRC de 928, on coupe ce code en deux, entre le premier et le deuxième chiffre. Donc le premier chiffre, je lui rajoute un 0, ce qui va me donner 90, qui va me donner 90%. Le deuxième chiffre, c'est 28, et 28, je lui rajoute 2 zéros. Ça voudra dire que l'on aura ce qu'on appellera la température de couleur. Donc 90, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rendu des couleurs est rendu entre 90 à 100%. Donc c'est un très très bon rendu des couleurs. Et le 2800, c'est 2800 Kelvin. C'est ce qu'on appelle la température de couleur. Cette température de couleur, je vais la diviser en 3. Si ma température de couleur est inférieure à 3000 Kelvin, j'aurai plutôt une ambiance plutôt orangée, une lumière chaude. Si la température est comprise entre 3000 et 5000 Kelvin, là, ce sera une lumière plutôt blanche, jaune pâle. Et si la température de couleur est supérieure à 5000, c'est-à-dire par exemple 6000, on aura plutôt une ambiance plutôt bleutée. Donc couleur plutôt froide. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur l'IRC. Alors au niveau des sources chaudes, il y a deux types de lampes. Lampe à incandescence, lampe à halogène. Une lampe à incandescence, c'est un filament de tungstène qui est porté à 2700 degrés et qui va se sublimer. Et en se sublimant, il va se transformer de l'état solide à l'état gazeux. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le filament de tungstène va se craquer et la durée de vie va durer 1000 heures. L'efficacité lumineuse, on l'a vu tout à l'heure, c'est le rendement, c'est 10 lumens par watt, donc c'est très faible. Et le inconvénient, c'est que c'est très fragile à cause des surtensions et des extinctions successives. La lampe halogène est légèrement mieux, c'est un peu la même chose, sauf que au lieu de mettre du vide, on met du diode, on met un halogène en poule, ce qui fait que la sublimation va se ralentir en fait. C'est-à-dire que le tungstène gazeux va redevenir à l'état solide et va permettre au filament de durer beaucoup plus longtemps, donc 2000 heures. L'efficacité est légèrement mieux, 15 lumens par watt, et on peut faire des formes variées. Donc c'est légèrement mieux pour la lampe à halogène. Deuxième type de lampe, les lampes froides ou luminescentes. Alors qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Eh ben, ce ne sont plus des sources chaudes, ce sont bien des sources froides. Alors par exemple, on va en avoir plusieurs. Alors par exemple, une source froide ou luminescente, ça fonctionne en deux étapes. On a ce qu'on appelle des spectres de raie d'émission. Alors pourquoi est-ce qu'on a des spectres de raie d'émission? Parce qu'à l'intérieur, on a des molécules de gaz. Ces molécules de gaz correspondent à un élément chimique. Ça peut être soit du néon, ça peut être du sodium, ça peut être du mercure. Et comme chaque élément chimique a son propre spectre de raie d'émission, donc voilà, c'est dû à ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer dans un premier temps, on a ici deux électrodes, anode et cathode, qui sont reliées à l'interrupteur, donc au circuit électrique. Donc quand on appuie sur l'interrupteur, l'anode et la cathode, on va créer en fait ce qu'on appelle une décharge électrique. Alors comme il va y avoir une décharge électrique, ce qui va se passer, c'est que les atomes ici vont s'exciter et donc vont absorber l'énergie produite par la décharge électrique, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est de l'absorption, on va monter en énergie. Donc on va passer ici, si vous voulez, d'un niveau E1 par exemple à un niveau E4. Voilà. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces atomes qui sont excités, ils vont ensuite libérer de l'énergie, mais une petite partie. Donc comme ils vont libérer de l'énergie, ça veut dire qu'ils vont libérer une énergie sous forme d'ultraviolets. Alors on ne les verra pas ces ultraviolets, mais ces ultraviolets, comment dire, ils sont très énergétiques, puisque la longueur d'onde est petite, et donc l'énergie est grande. Donc ces UV, ils vont à leur tour exciter cette fois-ci les atomes qui sont situés ici en bleu là, qui sont situés en surface de l'ampoule.
Et ces atomes, ils vont être excités grâce aux UV, comme ceci. Et ensuite, ces UV qui vont exciter ces atomes, ils vont ensuite se désexciter ici, en émettant cette fois-ci de la lumière visible. Donc ça se fait en deux temps. Il y a d'abord la formation d'UV qui va exciter les atomes des parois pour pouvoir produire une lumière visible blanche généralement. Donc voilà le fonctionnement d'une lampe luminescente. Alors qu'est-ce qu'il y a à connaître comme type de lampe luminescente? Lampe à décharge, donc comme celle qu'on vient de voir. Donc on voit que l'efficacité lumineuse, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est compris entre 50 lumens par watt à 300 lumens par watt. Ce qui veut donc dire que le rendement est largement supérieur aux lampes aux sources chaudes. La durée de vie pour les lampes à décharge, c'est 8000 heures. Des formes variées. Par contre, c'est un mauvais rendu des couleurs, généralement, pour ce type de lampe à décharge. Voilà. Ensuite, on a les lampes à halogénure métallique et les tubes fluorescents, comme les tubes néons, par exemple, où la durée de vie, là, on passe de 8000 à 20 000 heures. Un bon rendement, forme variée, lumière plutôt blanche et un bon IRC. Les lampes fluocompactes, pareil, qui sont à peu près du même style que les lampes à néon, à peu près, hein, même caractéristiques. Voilà. Et enfin les LED. Donc les LED, ce sont des semi-conducteurs à base de silicium qui ont une bonne efficacité lumineuse, une durée de vie de 100 000 heures, une lumière blanche, on peut même avoir des légèrement bleutés, donc plutôt source froide, ce qui fait qu'une température de couleur d'à peu près de 6000 Kelvin. Et un très bon rendu des couleurs, puisqu'on a 90%. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'il y a à savoir pour la partie révision concernant la lumière et les sources lumineuses.